Bienvenue dans votre journal international. À la une ce soir, à Lomé, les dirigeants africains appellent à un nouveau paradigme face à l'explosion de la dette. Réforme nationale, lutte contre les flux illicites et voie unie pour une finance mondiale plus équitable. En Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz est condamné à 15 ans de prison pour corruption, une décision historique que sa défense qualifie de politique. Bonsoir et bienvenue. Le groupe minier Trinity Metal basé au Rwanda a signé cette semaine une lettre d'intention avec l'américain Nathan Trotter, l'un des leaders du raffinage et de la distribution d'étain aux États-Unis. Une première étape vers le développement d'une chaîne d'approvisionnement de ce minerai entre l'Afrique et les États-Unis. Alors que le processus de négociation mené par Washington entre Kigali et Kinshasa pour ramener la paix dans l'est de la RDC doit, en plus d'un accord, déboucher sur des accords bilatéraux, notamment dans le secteur minier. Le groupe Trinity Metal, basé au Rwanda, vient de signer une lettre d'intention avec la société américaine Nathan Trotter, l'un des leaders américains dans le raffinage et la distribution d'étain. Selon un message publié par le Bureau des ressources énergétiques du département d'État américain, ce type de projet lié à des minéraux critiques soutient la relocalisation industrielle aux États-Unis, renforce la sécurité nationale américaine et favorise la prospérité économique créée en 2022. Trinity Metal, un groupe qui rassemble plusieurs métals rwandais des 3T étant tungstène, tantal, est l'un des acteurs minéraux les plus importants du pays. Le conseiller du président américain pour l'Afrique, Massad Boulou, s'était d'ailleurs rendu sur l'un de ces sites lors de sa visite à Kigali en avril dernier. L'entreprise détient notamment la plus grande mine d'étain du Rwanda, qui abrite plus de 54 000 tonnes de minerais à Rutongo, au nord de la capitale. Détenu majoritairement par la société Techmate, basée à Dublin, Trinity Metal s'était déjà rapproché des États-Unis l'an dernier en obtenant un fonds de 3,8 millions de dollars de la DFC, l'agence gouvernementale américaine de financement du développement. À Lomé, au Togo, les dirigeants africains se sont réunis jusqu'à ce mercredi 14. Chefs d'État, ministres de Finances et experts ont débattu de la question de la dette publique sur le continent face à la menace qui représente le surendettement pour les économies africaines. Ils ont plaidé dans leur déclaration finale pour des annulations des dettes au cas par cas et pour une réforme de l'architecture financière internationale. Les dirigeants africains partent d'un constat. La dette publique en Afrique a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. Alors il faut changer de paradigme, écrivent-ils dans la déclaration de Lomé. La situation appelle à une intervention urgente. Pour sortir du piège de la dette, les chefs d'État et de gouvernement préconisent d'agir sur plusieurs fronts. D'abord par des réformes structurelles, notamment celles des institutions nationales qui doivent être conduites par les pays eux-mêmes. Pour cela, il est impératif de lutter contre les flux financiers illicites. Des pertes estimées à près de 90 milliards de dollars chaque année. Ensuite, il faut davantage de coopération internationale. Et les Africains doivent parler d'une seule voix pour contribuer à réformer l'architecture financière mondiale vers un système plus représentatif et inclusif. C'était le souhait du ministre togolais des Finances, Georges Essoué Barkola, à la fin de la conférence. Enfin, les participants affirment leur engagement à plaider en faveur de l'annulation de la dette au cas par cas, en tenant compte de l'incapacité de certains pays à honorer le service de leurs dettes. Une réunion est prévue d'ici 2026 pour évaluer le chemin parcouru. Au Sénégal, l'alliance entre Khalifa Sall, ancien maire de Dakar de 2009 à 2018 et candidat à la dernière présidentielle, et son successeur Barthélémy Dias, maire de la capitale de 2022 à 2024, touche à sa fin. Une séparation annoncée sans éclat, mais motivée par des divergences stratégiques. L'annonce a été faite par Khalifa Sall lors d'une réunion avec les membres de Tazaou au Sénégal. Barthélémy Dias quitte la coalition, désormais dans l'opposition. Il a aussi expliqué que c'est le député maire de la capitale lui-même qui lui a fait part de sa décision. Dans leur entourage, on parle d'un divorce à l'amiable. Ils ont trop de respect l'un pour l'autre pour que ça se termine mal, précise un membre de Tazaou au fait des échanges. Pourtant, ces derniers mois, les tensions se sont multipliées.
Barthélémy Dias reprochait notamment à Khalifa Sall son manque de mobilisation lors des élections législatives de novembre dernier. Un scrutin marqué par un score décevant par la liste qu'il menait, seulement 3 sièges remportés sur 165. Ces élections ont aussi relevé des désaccords sur l'orientation politique à adopter et des frictions croissantes entre leurs bases respectives, de moins en moins compatibles. Ces divorces signent ainsi la fin d'un cheminement politique commun de plus de 10 ans, débuté au sein du Parti socialiste, dont ils avaient été exclus en même temps en 2016. En coupant les ponts au moins politiquement avec celui qu'il considère comme son mentor, Barthélémy Dias se lance dans une nouvelle aventure au moment où l'opposition a de plus en plus de mal à exister et à se faire entendre. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, jugé en appel depuis novembre 2024 pour avoir abusé de son pouvoir à des fins d'enrichissement personnel, a vu sa peine s'alourdir. Ce mercredi 14 mai, il a été condamné à 15 ans de prison ferme contre 5 ans en première instance. La Cour d'appel de Nouakchott a condamné mercredi 14 mai l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz à 15 ans de prison ferme pour enrichissement illicite, trafic d'influence et blanchiment. Une peine bien lourde que les 5 ans prononcés en première instance. Ses biens sont confisqués et ses droits civiques retirés. Durant 6 mois de procès, l'ancien chef de l'État, 68 ans, a dû justifier l'origine de sa fortune qu'il affirme légitime. Sa défense dénonce une décision politique et illégale, notamment concernant l'accusation de blanchiment, introduite selon elle après le début du procès. Elle promet un pourvoi en cassation. La partie civile salue une décision historique, soulignant que l'ancien président n'a jamais nié s'être enrichi illicitement. Arrêté en janvier 2023, Ould Abdelaziz devient l'un des rares anciens chefs d'État africains condamnés pour corruption. Au Soudan du Sud, alors que l'embargo sur les armes arrive à échéance le 31 mai 2025, Amnesty International appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à renouveler la mesure imposée. Depuis 2018, le pays en proie à une nouvelle flambée de violence contre les partisans du président Salva Kiir et ceux de son vice-président Riek Machar, arrêté en mars et est à nouveau au bord du chaos. Selon un rapport publié ce mercredi 14 mai, l'embargo aurait été violé à plusieurs reprises depuis la reprise des affrontements. Premier fait saillant dans ces rapports d'Amnesty International, l'arrivée de l'armée ougandaise à Djouba. Le 11 mars 2025, des soldats d'élite des forces populaires de défense de l'Ouganda, dites UPDF, arrivent sur le tarmac de l'aéroport de la capitale sud-soudanaise, accompagnés de lots d'armes et de véhicules. Dans un post sur les réseaux sociaux X, le chef d'état-major Mohuzi déclare que ce déploiement a pour but de soutenir les forces de défense populaires du sud du Soudan dans la crise actuelle. Mais selon Amnesty International, le déploiement des soldats ougandais armés et d'équipements militaires au Soudan du Sud constitue une violation flagrante de l'embargo sur les armes, d'autant que ni les autorités ougandaises ni les autorités sud-soudanaises n'ont notifié les comités de sanctions du Conseil de sécurité pour demander une dérogation à l'embargo sur les armes concernant ces déploiements, précise les rapports. Autre point d'inquiétude pour l'ONG, l'utilisation d'hélicoptères de combat pourtant cloués au sol depuis 2018, qui prouve que des pièces détachées ont bien été livrées pour leur remise en état, et c'est depuis plusieurs années. Les 3 mai, ils ont notamment été aperçus lors de l'attaque de la ville d'Olgafanga, dans laquelle une bombe a particulièrement détruit un hôpital de Médecins sans frontières. Mesdames et messieurs, voilà ce qui en est de l'information internationale. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Tchad Info et ses différentes plateformes.